Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité. Vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. Ça, c'était pour M. Sarkozy, le petit bracelet qu'on lui a offert. Et puis aussi pour la dernière condamnation. Mais il y a autre chose aussi d'actualité, oui. On ne tire jamais les leçons. Quand panier, allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour Gérard. Bonjour Frédéric. Bonjour Gérard. Comme vous le savez, Marine Le Pen... Bonjour Gérard. Oui, bonjour Christian. Mais non, mais nous tous ensemble, tout le week-end, non. Marine Le Pen a été condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires, vous le savez, 5 ans d'inéligibilité, je vais m'entraîner, d'inéligibilité immédiate, 4 ans de prison, dans 2 ans ferme aménagée sous bracelet électronique. Je ne sais pas où elle va le mettre pour qu'on ne le voit pas. Enfin, ouais. Une amende de 100 000 €. C'est quand même beaucoup d'argent, je trouve. Le jugement est motivé par les arguments suivants. Elle a eu un rôle central au cœur du système. En succédant à son père, elle a multiplié les contrats et les embauches sans consultation des députés concernés. C'est ça qui m'a frappé. Le tribunal le relève. Il estime qu'il y a une double tromperie envers le Parlement européen et puis envers le peuple, envers les électeurs, portant atteinte aux règles de financement et de partis et au fonctionnement démocratique. Ça crée une plus d'égalité naturellement avec les autres partis qui, eux, ne jouissaient pas, n'ont pas utilisé cette manne pour faire leur politique. Réflexion de chacun. J'ai d'abord un réflexe de juriste. À partir du moment où le tribunal considère que les faits constituent une infraction, donc c'est normal qu'il rentre en voie de condamnation. Deuxième chose, est-ce que l'inéligibilité est prévue par la loi ou pas? Elle est prévue par la loi, c'est une faculté du juge, mais il n'y a rien d'illégal. Et donc moi, ce que je ne vois pas pourquoi la qualité de Madame Le Pen ferait en sorte qu'elle soit dispensée parce qu'elle est ce qu'elle est, d'une condamnation qui est possible. Donc, par conséquent, ça ne me choque pas. Emmanuel. Oui, enfin, simplement, Marine Le Pen, depuis de longues années, travaille sur la dédiabolisation de son parti et elle arrive aujourd'hui à un stade où, par ce jugement, elle risque de changer de stratégie pour contester les piliers d'autorité, l'autorité judiciaire, l'autorité, et rendre illégitime la prochaine élection qui, d'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit au JT de TF1. Je trouve que c'est un message important qu'elle a dit. Et donc, on va sans doute voir apparaître une nouvelle stratégie du Rassemblement national qui va contredire sa stratégie de dédiabolisation. Un peu trumpiste ? Frédéric, absolument. Écoutez, pour moi, la justice a fait son travail. Les motifs, ils sont clairs, ils sont nets. Après M. Sarkozy, Mme Le Pen et sans doute d'autres, je pense que la politique a trop longtemps souffert de corruption, d'abus. Et je me satisfais que la justice se manifeste. Voilà. Christian ? Je me range au propos de Frédéric. Alors, et j'espère que ça se généralisera également au territoire martiniquais. Espérons. Certains disent ça 3 fois. Alors, les juges ont estimé qu'il y a, parce qu'ils ont motivé, je crois que le jugement fait 150 pages. 152. Ouais, 152 pages. Alors, ils ont estimé qu'il y a un mépris de la loi, qu'elle n'a exprimé aucune... S'agissant de la sanction annexe de la rendre inéligible. Vous avez vu comment j'ai fait pour échapper à inéligibilité? Marine Le Pen n'a exprimé aucune prise de conscience de la violation de la loi. Jusqu'à maintenant, elle continue à exprimer que c'est une divergence d'interprétation de l'utilisation des fonds. Enfin, elle est rentrée dans des explications bien à elle. Elle revendique une forme d'immunité au mépris des règles démocratiques et des exigences de probité. Et puis, ils ont constaté que c'est un système qui est totalement organisé et qu'entre 2004 et 2016, le jugement retient, tu me contredis Daniel, 2,9 millions d'euros, mais dans la presse,
Les médias parlent de 4 millions d'euros. Et certains disent que ça serait même jusqu'à 6 millions d'euros. Ouais. Pour rémunérer ses assistants parlementaires employés pour travailler, en fait, à 100% pour le parti. Alors, il faut quand même, objectivement, ça me fend le cœur d'avoir avoué ça, que c'est légal, hein, c'est la loi Sapin 2, non, c'est la loi Sapin tout court qui est appliquée. Sapin 2, c'est différent, c'est systématique. La loi Sapin 1, c'est la faculté d'appliquer l'éligibilité, l'appréciation du juge. Alors, c'est vrai que, imaginons qu'elle soit relaxée et que la Cour d'appel, elle doit juger, puisque ça y est, la Cour d'appel a décidé de juger ça à l'été 2026. Bon, l'été pour eux. Hein. Mais l'exécution est provisoire, quand même. Oui, mais c'est ça. Alors, imaginons qu'elle subisse le rythme, le processus habituel de tout le monde, ça veut dire 3 ans, quoi, 3 ans entre le jugement, et qu'elle n'ait pas pu se présenter aux élections, et que toute la vie, comme tu le dis, que toute la politique de ce parti, la dédiabolisation, qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Bon. Si les Français sont de droite et d'extrême droite, et qu'elles représentent les Français, ils sont comme ça, on ne peut pas l'empêcher. On ne va pas quand même Mauriciens, parce que la France se situe à l'extrême droite, et que Mme Le Pen, dès lors qu'il n'y a pas de ratonnade tous les soirs dans les coins sombres des villes de France, ils pensent à droite, il y a un problème. On a fait une analyse, souvenez-vous, du patrimoine des Français. Et je comprends que les Français soient de droite. 80% des Français, ils ont une propriété, ils ont un bien immobilier et tout. Donc, on a bien compris que c'est un peuple de petits propriétaires. Donc, ils ont le droit d'être conservateurs et de droite. Et le tribunal constate que les condamnés n'ont montré aucune prise de conscience concernant leur violation de la loi, donc qu'ils peuvent recommencer. C'est un risque potentiel de récidive. Il n'empêche que, imaginons que sa peine soit réduite, imaginons que ça c'était jusqu'à ce que la Cour d'appel, je me répète, ait décidé de juger ça avant les élections, ça aurait été quand même une candidate potentielle de poids qui n'aurait pas pu se présenter. Rémi Hetz, procureur général près de la Cour de cassation, a calmé les choses en expliquant quand même que dans une démocratie, on n'attaque pas les juges. Et ça, Daniel, je te laisse la parole sur ça. Oui, on a déjà vu à quoi ça peut, ce que ça peut donner. Encore une fois, je disais, sous forme de boutade, que Marine Le Pen, c'était une réaction à la Trump. Mais on a vu ce que ça peut donner. Une société qui commence à contester. Les juges peuvent se tromper, ça arrive. Et le double degré de juridiction, c'est fait pour ça. Donc déjà, on a ça. On a en France cette possibilité d'avoir des institutions qui fonctionnent. Mais les juges, ils sont une institution. Et donc, c'est un pilier de la démocratie. On peut contester les décisions. Ça, c'est le droit de la démocratie, justement. Mais remettre en cause les juges, parce que ça va jusqu'à des menaces sur les réseaux sociaux. Et donc là, on va vraiment vers un basculement du fonctionnement d'un État de droit. Et donc, attention, parce que ça veut dire que à contester les décisions de justice et après s'autoriser à considérer que si les élections ne vont pas dans le sens qu'on veut, on peut aller au coup d'État, entre guillemets, ça peut aller très loin. Donc attention, moi je dis, il ne faut pas banaliser les choses. Il faut être vigilant et ne pas banaliser. Absolument. Souvenir. En 2004, Alain Juppé a été condamné à 1 an d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Jérôme Cahuzac, c'est plus frais, en 2018, de 5 ans pour fraude fiscale, d'inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment. Patrick Balkany, alors lui, il est 10 ans d'éligibilité, puis une deuxième fois, tout autant. Ça tourne au gag. Une peine en 1997 pour d'autres infractions. Henri Emmanuel, lui, souvenez-vous, ce ministre qui avait été ministre de l'Outre-mer, je crois. Oui. Hein, vous vous souvenez, il avait des gros soucis comme moi, il avait une grosse moustache. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je dis là, enfin, peu importe. Condamné en 1996 à 2 ans d'inéligibilité pour recel et complicité de trafic. Par contre, lui, après avoir été condamné pour recel et complicité de trafic, il a, dans l'affaire Urba, il a quand même repris sa carrière politique. Voilà. Reste le cas de M. Bardella, qui a bénéficié des mêmes avantages.
mais qui pour l'instant a été mis de Attention, côté. il y a une plainte qui vient d'être Oui, déposée oui, par, oui, par, oui, par- oui, oui, par oui. une ONG Oui, contre voilà, lui pour... exactement. oui, donc ça, c'est un Mais dossier il n'a qui pas va... été poursuivi, ça. Enfin, la plainte Jusqu'à vient d'être maintenant. déposée. Exactement. Petit jingle pour rafraîchir l'atmosphère. Alors, c'est le titre d'un article. Le réseau est une passoire. Comment la Guadeloupe a plongé dans une interminable crise de l'eau. Je sais que ça intéresse Daniel. Elle nous avait parlé de bouquins très bien fait là-dessus. Oui, C'est oui, pour ça que tout- je lui ai Tout à demandé fait, oui. de traiter Alors, cette question. souvent, nous avons ici l'occasion, en parlant de situations, de dire que les Antilles sont 2 fois plus défavorisées que l'Hexagone. Par exemple, on prend le taux d'illettrisme, on prend le taux de pauvreté, il est 2 fois plus élevé ici. Imaginez-vous qu'en Guadeloupe, si on prend la ressource en eau par habitant, la Guadeloupe a 2 fois plus de ressources en eau qu'à l'Hexagone. Ouais. Et pourtant, ce que tu dis, à savoir que un quart de la population, tous les jours, est privée d'eau. Ouais. À l'heure actuelle, le constat, et il remonte à assez longtemps, puisque tu fais bien de rappeler qu'on a traité ce sujet il y a quelques mois, la Guadeloupe, ça devient, enfin, je dirais, tous les jours, on entend quelque chose. Au mois de février, il y a 2 communes qui ont été complètement privées d'eau potable parce que l'eau était contaminée. Pourquoi ? Parce que 60% du réseau d'eau est en tellement mauvais état que 60% de l'eau fuit et n'arrive pas au robinet. Mais en plus, l'eau, il y a un risque du fait de l'état des canalisations, il y a un risque de contamination. Et les communes du Moule et de Petit Canal, je crois, c'était parce que l'eau était contaminée, elle n'était pas potable. Et face à cette situation qui remonte à longtemps, alors je rappelle que pendant très longtemps, jusqu'à 2014, c'était la Générale des Eaux, qui est une filiale de Veolia, qui avait la gestion de l'eau en Guadeloupe. Elle est partie en 2014, mais elle a soldé les comptes sans qu'on lui demande de rendre des comptes. Donc elle est partie, mais tous les problèmes, c'est-à-dire le fait que des usagers aient été prélevés pour l'entretien des canalisations, alors que ces canalisations n'avaient pas été entretenues, on ne lui a pas demandé de compte, etc., etc. Et de 2014 à 2021, on est allé de chaos en chaos, à tel point que la question de l'eau, qui est de la compétence quand même, qui est décentralisée, c'est de la compétence des EPCI, l'État a dû réagir, et en 2021, il y a eu la création d'un syndicat de gestion des eaux en 2021 et avec un financement très important de l'État depuis 2021. Mais il n'empêche que la situation a du mal à s'améliorer parce qu'on constate qu'il y a le problème des canalisations, comme j'ai indiqué, mais aussi d'usagers qui ne payent pas leurs factures, mais d'établissements publics qui ne payent pas non plus leurs factures. Et la situation était à tel point qu'en 2024, l'État a suspendu une subvention de 12 millions qu'il devait verser aux syndicats parce qu'il y avait une somme de 50 millions qui avait disparu, dont on ne pouvait pas expliquer l'origine. Et pour compliquer le tout, le président de ce syndicat a démissionné fin 2024. Donc on est dans une situation qui est extrêmement difficile. Le préfet de Guadeloupe, cependant, dit qu'il y a des lueurs d'espoir parce que, d'une part, les interventions sur les canalisations qui cassent sont plus rapides et il y a une amélioration. Deuxièmement, il y a eu 18 000 compteurs qui ont été installés, parce que c'était une catastrophe, les compteurs au niveau de la Guadeloupe. Mais il y en a 18 000 depuis l'existence du syndicat qui ont été installés. Et la courbe des décès diminue. Donc, on peut considérer qu'il y a une lueur d'espoir. Mais je pense qu'il y a de quoi s'interroger en tant qu'Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais. Quand on a une compétence, il y a une situation telle au point que ce soit l'État qui doive reprendre la main, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a loupé, quoi ? Qu'est-ce qu'on a manqué ? Et parce qu'il me semble que techniquement, vu les progrès de la technique, on est en mesure de faire un diagnostic pour dire
Il y a 3000 km de canalisation en Guadeloupe. On est capable de dire quelles sont les canalisations qu'il faut changer, quels sont les matériaux les plus appropriés à un pays tropical, quel est le plan de financement qu'on met en place, comment on va agir, etc. Moi, je crois qu'on a les moyens. Je crois qu'il faut qu'on se mette au travail, quoi. Oui, je pense qu'ils nous entendent. Je pense qu'il y a certains. Nous émettons en Guadeloupe. Un sujet qui nous interpelle, c'est la traite des esclaves. L'ONU appelle à lutter contre le révisionnisme. Là, c'est récent, ça vient de sortir. C'est vrai que la semaine dernière, nous avons parlé de la journée du 21 mars, qui était consacrée à la lutte contre la discrimination et le racisme. Et effectivement, il y a un certain nombre de manifestations qui sont passées au siège de l'ONU. Oui. Depuis 2007, ils ont créé aussi la journée de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite. Oui. Bon. Et à cette occasion, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a fait un certain nombre de déclarations que je pense qu'il est bien de partager avec les spectateurs. Il déclare « Les profits obscènes tirés de l'esclavage et des idéologies racistes sont toujours parmi nous. Il relève que 4 siècles d'abus, en 4 siècles d'abus, 25 à 30 millions d'Africains ont été déportés. Il y a énormément qui sont morts pendant les voyages. Hein. On n'a pas des évaluations précisément. Il dénonce cet esclavage qui a été motivé par la cupidité humaine. C'est vorace, c'est mon avou. C'est vorace l'argent qui fait que, bon, voilà. Il parle de Haïti, il cite le cas d'Haïti, qui a été obligé de payer son indépendance, et on connaît les conséquences pour Haïti, comment ça a dévasté ce pays. Et puis il appelle à mettre en place des dispositifs pour, encore une fois, accélérer l'enseignement, la sensibilisation, l'éducation, voilà, par rapport à la tolérance, par rapport au racisme et à l'esclavage. Voilà, on peut aussi noter une intervention de Wole Soyinka, qui était prix Nobel de littérature, qui est intervenu également. Et puis aussi qu'à l'ONU, ils ont érigé une arche, quoi. Une arche, alors ça plaît beaucoup parce que c'est un monument destiné à rappeler un petit peu les souvenirs et à faire en sorte que, bon, on exhorter les dirigeants d'aller vers plus de justice et plus d'équité dans le monde, quoi. C'est particulièrement important au moment où on voit effectivement dans ce monde-là aujourd'hui toutes les turbulences qu'il y a. Je pense que le message d'humanisme, de solidarité, c'est vraiment utile, quoi. Je rappelle à toute fin quand même, à nos amis qui ne nous aiment pas trop, enfin, j'allais dire détracteurs, mais enfin, le mot n'est pas juste. Cathos Créole, c'est l'une de nos préoccupations. Hein. C'est que nous avons, en partant de la déclaration des 400 béquets qui avaient dénoncé, avant la loi Taubira, l'ignominie de l'esclavage, nous avons à partir de là créé une harmonie, une entente entre les gens de bonne volonté de ce peuple, pour reconnaître que l'esclavage, ça a été une étape effroyable dans notre créolité et qu'on doit regarder dans les yeux cet esclavage, l'apprécier, en voir les conséquences et ne pas glisser sous le tapis comme cela se faisait avant. Je le dis comme ça à toute fin, quoi, sans provoquer personne. Trump contre la justice, une escalade sans précédent dans la remise en cause du pouvoir. Naturellement, c'est Emmanuel qui va traiter ça. Oui, alors le pouvoir judiciaire américain, c'est un pilier de la démocratie. Et c'est vrai que ce pilier est un petit peu bousculé par notre ami Donald Trump depuis qu'il a repris les rênes du pouvoir. Et à tel point que ça pose de vraies questions parce qu'il s'attaque en effet manifestement à un pilier central de la démocratie. Alors, c'est peut-être important de resituer quand même comment fonctionne le système judiciaire américain, parce que ce n'est pas exactement comme en France. Il faut comprendre que vous avez d'abord des États avec des justices d'État. Ça, c'est un premier niveau. Et puis, vous avez les États-Unis, donc le niveau fédéral, qui s'appuie sur une justice fédérale qui, elle, intervient pour les affaires qui concernent l'ensemble du pays et de la Constitution. Et donc, ces juges fédéraux, qui sont très importants, qui sont des juges nommés par le président des États-Unis, qui occupent leur poste à vie. Donc, ce sont quand on est juge fédéral, on est puissant dans son métier. Et leur rôle, c'est effectivement de traiter les affaires qui relèvent de la Constitution, des lois nationales, des conflits entre États, de l'immigration, etc. Donc tous les sujets généraux des États-Unis. Et ils sont censés être
totalement indépendant, puisque c'est ce qui doit garantir la justice fédérale. Donc vous avez ces juges fédéraux, ils sont assez nombreux, ils sont répartis dans les États, et puis vous avez la Cour suprême des États-Unis, qui est un peu le sommet du système, dans lequel vous avez 9 juges fédéraux qui y siègent, et là c'est vraiment la Cour qui prononce les décisions ultimes, les décisions non contestables a priori, et qui s'imposent à tout le pays. Et aujourd'hui, cette Cour a des pouvoirs importants, puisqu'elle est capable d'annuler des lois qui sont jugées anti- ou inconstitutionnelles. Donc c'est un pouvoir important. Et cette Cour, aujourd'hui, est amenée à se prononcer contre le président américain qui, lui, s'attaque directement aux juges fédéraux, à tel point que j'ai noté que le président de la Cour suprême, John Roberts, est monté au créneau personnellement pour rappeler à Donald Trump que les juges ne sont pas des ennemis politiques, parce que Donald Trump, dans le même temps, en ce moment, mène des attaques directes contre les juges fédéraux. Il a même demandé la destitution d'un juge fédéral, James Borsberg, qui avait pris des positions notamment sur les mesures anti-migrants que Trump avait pris par décret. Et donc on assiste là en ce moment à un combat frontal entre l'exécutif incarné par Donald Trump et le judiciaire. Donald Trump cherche à contourner au maximum le pouvoir judiciaire par la politique des décrets et avec une pression médiatique extrêmement forte qui vise à étouffer le pouvoir des juges. Et donc ça pose une question objective d'une démocratie qui s'auto-fragilise, puisqu'à un moment donné, quand on s'attaque au pilier central de la démocratie, qu'est la justice, ça pose problème, manifestement. Donc voilà ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et donc voilà, cette situation illustre on va dire les exagérations d'une hyper-présidence qui dépasse manifestement le cadre de sa vraie mission, qui est de garantir la concorde d'un pays. Et là, il participe à cette fracturation et cette hystérisation du débat national américain. C'est planétaire, hein, ça. Oui, cette absolument, c'est hystérisation planétaire, tu as tout à fait raison. Cette polarisation, on la retrouve maintenant en Europe, on la retrouve partout, on la retrouve chez nous aussi. Voilà, les esprits se tendent. Et pour y parvenir, on n'a plus peur maintenant de s'attaquer aux institutions, on en parlait tout à l'heure. Et ça, c'est vrai que dès lors qu'on s'attaque aux institutions, ça devient dangereux, parce que ça reste les derniers piliers qui garantissent un peu notre stabilité fondamentale. Absolument. Lettre ouverte à ceux qui nous regardent d'en haut. La Martinique mérite le respect, nous dit M. Ventadour, qui est conseiller territorial. Conseiller territorial, exactement. Oui. Alors, lettre ouverte à l'intention de la France, du gouvernement français. Alexandre Ventadour, déjà, je prends une petite précaution oratoire. C'est un homme que je respecte, parce que c'est un homme qui descend régulièrement dans la fosse pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir défendre la collectivité. Et j'admets ici, en précaution oratoire, respecter des personnes qui prennent des risques et qui défendent leur poste. Bon. En tout cas, maintenant que j'ai pris cette précaution, je vais rentrer dans le sujet et exprimer mes désaccords sur de nombreux points. Donc, dans ce courrier, finalement, Alexandre Ventadour interpelle l'État français sur le fait que nous sommes un territoire actif et non pas une marge de manœuvre quelconque, que nous avons, malgré nos défis, un horizon 2048 pour célébrer non seulement l'abolition de l'esclavage, mais aussi l'aboutissement d'un modèle martiniquais autonome et respecté et respectable, avec un ton ferme et constructif et un appel final que je vais vous lire, et après je vais le commenter. Nous exigeons le droit d'exister pleinement, d'être considérés sans condition comme des bâtisseurs d'avenir. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que Alexandre Ventadour, qui parle de l'État français comme d'un État sourd et méprisant à l'égard de la Martinique,
c'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est juste que l'État français est un État jacobin. C'est un État extrêmement centralisé. Et on peut reprocher tant en Martinique, mais partout, y compris les régions, y compris les Corses, y compris les Bretons, y compris les habitants de Clermont-Ferrand, les collectivités. Rappelez-vous la motion de censure, les conséquences, les collectivités territoriales, du fait de ne pas avoir le budget, étaient exsangues et se plaignaient, étaient dans une ultra-dépendance par rapport à l'État. Donc, pour moi, c'est un ultra-jacobinisme qui ne concerne pas que nous. Et à force, à chaque fois parce qu'il parle quand même d'autonomie dans le courrier, il parle d'une certaine forme de prise d'indépendance. Il faut respecter un principe, un principe machiavélique, dans le sens de Machiavel, le prince stratégique, c'est qu'il ne faut pas, à mon humble avis, menacer sur ce qu'on ne pourra pas nécessairement faire. D'accord ? Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est l'adhésion populaire. À savoir, il parle de 2048 pour un modèle martiniquais autonome et respecté. Et là, il respecte aussi la ligne du parti, le Parti progressiste martiniquais, je pense, en tout cas ses convictions également, d'autonomie. Mais je voudrais souligner que le peuple martiniquais n'est pas nécessairement autonomiste. En 2010, début 2010, on a eu tout de même un référendum qui a dit un non massif à l'autonomie en Martinique. Et aujourd'hui, je prends mes responsabilités en le disant, le RPRAC a un positionnement qui est très populaire parce que finalement le RPRAC, pour moi, ce n'est ni de l'indépendantisme, ni de l'autonomie, c'est de l'assimilationnisme forcené, économique. Et puis, en fait, c'est la promesse, si vous voulez, de Césaire, je prends mes responsabilités, mais de départementalisation totale, c'est-à-dire d'assimilation totale en tant qu'État avec les mêmes prix, les mêmes conditions, la même vie, enfin, un duplicata parfait des conditions françaises sur notre territoire. Donc, pour moi, c'est ça qui remporte l'adhésion populaire. Je comprends ces convictions d'autonomie, mais en tant que collectivité territoriale, il faut comprendre aussi quelle est l'adhésion du peuple par rapport à son modèle. Si aujourd'hui on a un référendum qui vote pour l'autonomie, je veux bien, mais je suis parfaitement convaincue que si on refaisait un référendum, le peuple ne voterait pas ni pour l'autonomie ni pour l'indépendance. Troisièmement, l'exemplarité aussi de nos politiques. Je comprends le propos d'autonomie, encore une fois, d'Alexandre Ventadour, que je respecte. Néanmoins, déjà, il faut que nos collectivités territoriales donnent l'exemple. Nos municipalités donnent l'exemple de l'autonomie. Aujourd'hui, on le voit dans les statistiques, et pas que la Martinique, la Guadeloupe également, la Réunion un peu moins, nous avons une forte dépendance aux subventions et un très fort taux d'investissement, de remise en investissement. Et enfin, je pense qu'il y a une sorte de crispation dans ce courrier, légitime certes, mais une sorte de crispation qui coïncide avec la venue de Manuel Valls. Au début, un bel accueil de la collectivité, bienvenue chez toi, etc. Et puis à la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il y a une sorte de crispation, j'ai l'impression, entre la CTM et Manuel Valls. Je me pose des questions sur la situation financière de la CTM. Quand je vois cette crispation, je me demande, même si, peut-être que j'exagère, encore une fois, c'est ma vision, mais même si parfois nous ne frôlons pas le régime de la tutelle, en tout cas, pour pouvoir être synthétique, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un projet qui est mis sur la table dans ce courrier, qui est l'autonomie. Et cette autonomie, sans même parler de mon avis sur son évolution, j'en parlerai par rapport à ta tribune, eh bien, ce n'est pas nécessairement l'aspiration populaire. Et Serge Etchimi l'a parfaitement analysé et désigné lors de son dernier entretien sur RCI avec Cédric Catan et Philippe Disert. Il a dit, mais finalement, moi, j'ai une vision de l'autonomie, mais est-ce que le peuple martiniquais ne souhaite pas plus de confort, plus de prospérité économique enfin, voilà. Et je crois qu'il est là le vrai sujet. Il est là le vrai sujet. Voilà. Moi, ce que je retiens de ça, ce que tu dis est totalement vrai, parce qu'on va pas gloser sur autonomie, indépendance, c'est tellement vain tout ça. Les gens veulent vivre bien. D'ailleurs, nous avons présenté en conférence de presse un sondage, une enquête qui a été faite par l'Institut, on peut dire Institut ou ETOM, qui est une maison très sérieuse et qui révèle que les Martiniquais sont préoccupés par toutes sortes de problèmes, autres que les problèmes de statut ou de gouvernance. Ils sont préoccupés par la vie chère, problème économique. Ils sont préoccupés par le prix de l'automobile, le manque. Daniel expliquait qu'on souffre des transports, mais énormément dans ce pays-là. C'est une blessure. Et comme ceux qui prennent des décisions ne sont confrontés qu'aux embouteillages, parfois en écoutant France Inter, RTL et puis Radio Monte Carlo, le temps peut passer. Agréablement, au volant de sa voiture, on se met à niveau.
Donc, ma foi, on peut supporter facilement de passer avec dédain et hauteur sur ces petites personnes qui attendent un bus dont on ne sait pas l'heure du passage, dont on ne sait pas pourquoi il ne viendra pas ce jour-là, dont on ne sait rien du tout, pour toutes sortes de raisons. Abscon, ça prend le féminin, correctrice, oui. Et qui semble rester dans l'imaginaire de la population qui, elle, souffre. Elle n'a rien à faire de ces élucubrations, parce que pour l'instant, c'est des élucubrations lorsque les services quotidiens ne sont pas rendus. Nous sommes, tous les 5 ici, on est 5, nous sommes des gens responsables. Nous serions prêts à affronter autonomie, indépendance, n'importe quoi. On n'est pas collé sur un drapeau bleu rouge, quand on des attaches ou de la famille qui vit là-bas, des liens, ça ne va pas enlever ces attaches, ça ne va pas enlever ces liens. Mais si on nous disait demain que tous ensemble, les épaules serrées, peut-être collées, c'est ça la formule, hein, qu'on faisait une Martinique, on le ferait. Mais à jouer comme ça, dans la théorie de l'abstraction, et c'est Eddy qui revendique une amitié très forte avec ses décideurs, et qui dit, mais je leur dis qu'il faut traiter la question sur le plan économique. Il faut que les gens vivent bien, et puis à ce moment-là, ils seront responsables, et on pourra avec eux s'embarquer dans une grande aventure. Jingle, jingle, pour parler de société, de société. Il y a des gens qui prennent, traduction d'une formule créole, un tas de fer sur terre. 8938 personnes, 8938, une commune, la Martinique, sont mortes sur les routes migratoires en 2024, un nombre record selon l'ONU. On se réfère beaucoup à l'ONU, comme ça on ne peut pas nous dire que nous sommes des gauchistes ou des fous. Emmanuel, traite ça. 8938 décès, Ouais. et encore, c'est un chiffre qui est largement sous-évalué parce que vous pensez bien qu'il y a énormément de décès qui ne sont pas Il n'y a pas comptabilisés. de registre. Il n'y a Ouais. pas de registre. Mais ça fait de 2024 l'année la plus meurtrière sur les routes migratoires dans le monde, et c'est la 5e année consécutive que ce chiffre augmente. Donc on est sur une explosion de ces décès, donc c'est terrible. Alors j'ai regardé quelles étaient les routes migratoires qui tuaient. Qui tue aujourd'hui. Alors, il y a d'abord, dans le désordre, la plus connue, c'est la Méditerranée centrale, qui tuait, mais qui tue beaucoup moins aujourd'hui, il faut bien le dire. C'est-à-dire les migrations de l'Afrique vers l'Europe, mais qui a longtemps été la route la plus meurtrière. Il y a la route du Darien, c'est la jungle entre le Panama et Colombie, qui est une route extrêmement meurtrière et qui traverse de nombreux migrants en route vers les États-Unis. Il y a la route des Caraïbes qui nous concerne, avec des départs d'Haïti, de République dominicaine ou de Cuba vers les États-Unis ou les îles voisines. Et puis il y a des itinéraires d'Afrique, de l'Ouest vers l'Afrique du Nord notamment. Là aussi, ce sont des routes extrêmement insécures où il se passe beaucoup de drames. Et puis en Asie, les flux du Bangladesh, du Myanmar ou d'Afghanistan vers les pays du Golfe ou d'Asie du Sud-Est. Donc, il y en a d'autres, mais vous voyez, il y a quand même ces routes sont assez multiples. Elles traversent des lieux très inconfortables, soit des océans, soit des forêts, soit des jungles. Donc, on est dans des et surtout, elles sont le fait de migrants qui, pour la plupart, fuient des drames chez eux, donc des guerres, des famines, dans des situations compliquées, et qui recherchent des terres d'accueil où ça se passe plutôt bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a des pressions, notamment sur les pays d'Europe, puisque là, manifestement, l'accueil est plus favorable potentiellement. Et derrière ces migrations, il y a aussi un business, qui est le business des passeurs, qui sont ce sont des systèmes sans foi ni loi, mais qui sont terribles, parce que vraiment, là, il y a un commerce de la mort qui est extrêmement violent et qui ne faiblit pas, du tout. Donc voilà, donc c'est une hécatombe, c'est en progression, c'est la 5e année que ça augmente. Les routes migratoires sûres n'existent pas en réalité, c'est un peu ça le problème. Comment sécuriser ces routes pour permettre aux migrants qui sont légitimement en droit d'arriver dans une terre d'accueil, pour leur permettre d'abandonner les terrains meurtriers qu'ils vivent. Eh bien, ces absences de canaux légaux et sécurisés pour migrer sont complètement insuffisants. Et donc, ça pose un problème d'humanité qu'il convient aux pays organisés de gérer. Et puis, la réponse internationale est totalement insuffisante et, pour l'instant encore, complètement désorganisée
pour gérer convenablement ce problème. Daniel, tu veux dire quelque chose? Oui, quand Emmanuel a parlé des passeurs, ça m'a fait penser qu'il y a quelques jours, en Grande-Bretagne, le Premier ministre a pris l'initiative de convoquer 40 pays en Grande-Bretagne et que parmi les mesures envisagées, il y a notamment la lutte contre les passeurs. Ouais, je pense que le combat prioritaire, il est là en vérité. C'est une Très vraie bien. mafia, en fait. Vers un nouveau modèle économique pour la Martinique, enjeux, solutions et perspectives. Frédéric. Oui, alors il s'agit d'une tribune d'un très grand ami qui s'appelle Monsieur Gérard Darling Carter. Merci pour Et la référence. cet ami suggère un nouvel modèle économique, à savoir sortir finalement de cette dépendance, sans discourir sur l'autonomie ou des grands principes de la couleur du bateau, est-ce qu'il doit être rouge, bleu ou blanc, mais en affirmant que le bateau doit d'abord fonctionner. Ouais. Voilà. Je pense que c'est belle je pense métaphore, que c'est belle vraiment image. et du coup, je me suis dit que je n'allais pas commenter ton texte parce que je n'avais pas lui donné une valeur ajoutée, c'est impossible. Mais en revanche, je vais lui donner peut-être une couleur pragmatique dans mon quotidien. Tu as d'abord parlé tu as parlé de toutes les opportunités négligées en Martinique. Tu as parlé de l'agriculture, tu as parlé du tourisme, tu as parlé de la Caraïbe et de son commerce, et tu as parlé de l'industrie. Et de façon aussi toute infantile, toute enfantine, pardon, je vais donner quelques petits exemples, à mon sens, qu'on pourrait appliquer chez nous. Au niveau de l'agriculture, beaucoup d'agriculteurs se plaignent, alors ce qu'il en reste aujourd'hui, hein, mais en tout cas, se plaignent des points de vente qu'ils pourraient avoir. Et du nord au sud, il y en a des espaces publics, de collectivités qui pourraient être rapidement réhabilités et constituer des marchés, des points de vente de commerce pour avoir une agriculture plus ancrée et de partout. On n'a pas nécessairement besoin d'aller à Saint-Pierre ou d'aller à Fort-de-France. On a des espaces pour pouvoir revendre les produits. Sans parler de l'apport, je fais une transition avec le tourisme. Le tourisme, en fait, ce n'est pas que des touristes. Le tourisme draine toutes les économies. Barbade l'a prouvé. Barbade, avec le tourisme, a prouvé que son agriculture a prospéré, son agriculture de terroir, parce que notamment, parce que c'est un tourisme de guest house, on mange, on consomme des produits agricoles de Barbade, en fait, des produits de Sainte-Lucie aussi. Donc le tourisme, je fais une transition immédiate sur l'agriculture, est un drainant, est un valorisant de l'agriculture. Et ce tourisme, désolé, c'est ma marotte, mais Fort-de-France, il est tout trouvé, puisque en fait, c'est Fort-de-France qui dit qu'elle est touristique. C'est pas qu'on veut lui mettre une étiquette. Fort-de-France crie qu'elle est vouée au tourisme. Il y a d'abord la croisière, il y a les sites patrimoniaux, mais n'oublions pas ce projet du Malécon qui est visité et qui n'est tout simplement pas exploité, qui n'est pas tout à fait, qui n'a pas la longueur nécessaire, alors que nous sommes sur l'une des plus belles baies au monde. Tous les curseurs sont présents et c'est elle qui nous dit qu'elle est faite pour le tourisme. Ce n'est pas nous qui lui étiquetons cela. Elle est déjà faite pour cela, cette ville. Parlons également donc l'opportunité du tourisme, l'opportunité aussi de la CARICOM. Ça y est, nous y sommes maintenant. Quel lobbying? Qu'allons-nous faire? Nous savons que c'est cette proximité commerciale qui va nous permettre de marger. Qui va nous permettre... Je t'arrête pour dire, on a traité, tu n'étais pas là, la CARICOM, et Emmanuel a pu montrer, définir tous les efforts, tous les processus qu'on devrait mettre en œuvre pour utiliser cet outil. Ça va dans le sens de ce que tu dis. Mais j'ai écouté Emmanuel. Ah bah oui, très bien. Quand je ne suis pas là, je vous suis. Très bien, très bien. Donc, très bien. je suis inspirée d'ailleurs par Continue. la tribune d'Emmanuel Taquine. également. Et donc, c'est fait. Et continuons. Ne faisons pas de cela juste une étiquette. Faisons de cela du lobbying. Parce que la porte de sortie, elle est là. Travaillons sur cela. Écrivons des courriers à Miamotley. Écrivons des courriers. Allons dans notre Caraïbe. Hein. C'est important. C'est assez évident. Je n'ai pas envie d'insister sur le fait que plus près nous serons et nous commerçons et mieux nous margeons. Bon. Et enfin, l'industrie. L'industrie avec, tu m'avais taquiné quand j'en avais parlé, mais le grand port et la détaxe et la capacité de transformation industrielle entre les produits de matières premières d'Amérique latine, Venezuela, Colombie, attention, hein, je parle de matières premières légales, et
et l'affrètement et la détaxe en Martinique pour un commerce, encore une fois, caribéen, voire hexagonal, voire européen, tout cela, ce sont des leviers où on n'a pas besoin d'aller pleurer dans les jupes de la France pour le lui demander. Ça relève de Nos notre... compétences. Voilà, attention, je ne suis pas en train de dire que nous larmoyons et que la France a tout fait. Je parle bien de co-responsabilité. Oui. Dans le courrier que j'ai adressé à Manuel Valls sur le tourisme, j'ai bien parlé de co-responsabilité. Mais dans co-responsabilité, il y a co. Et nous aussi, nous devons assumer pleinement, en tant que Martiniquais, Comme notre comme des responsabilité. adultes. Très bien. Jingle, culture. Patrick Chamoiseau, grand monsieur, écrivain martiniquais, est au cœur de plusieurs actualités récentes. Parlons de nos héros un petit peu. Vas-y, Daniel. Alors, je commencerai par une citation, si vous Oui, voulez bien, avec de Patrick plaisir. Chamoiseau, extrait de son dernier opuscule, que je montre ici. Quand nous gisons au fond des impuissances, sous cette sidération que nous partageons tous, au point de croire que nos littératures n'y pourraient rien, c'est peut-être là exactement que les arts recherchent les oxygènes naissants que les littératures s'obligent. Et dans la situation du monde dans laquelle nous sommes, je trouve que ce texte est parlant parce que la sidération, c'est effectivement le mot qu'on a envie d'employer des fois lorsqu'on voit tout ce qui se passe. Et quand on pense que la littérature n'y pourrait rien, il nous dit au contraire que la littérature peut. Parce que face à l'obscurantisme, c'est la culture qui doit prévaloir. Et l'actualité de Patrick Chamoiseau dont tu parles, elle a commencé en décembre parce qu'il était à New York. Il a reçu un prix, il a reçu le prix d'excellence à vie d'un centre new-yorkais. Et depuis, avec la sortie de cet opuscule, il est en Europe et il a été reçu par Arte, à la Grande Librairie, à TV5. Il a été interviewé par tous les grands médias. Je pense que la parole qu'il donne aujourd'hui a de l'écho par rapport à la situation mondiale. Oui. Et Patrick Chamoiseau, c'est quelqu'un, il a déjà écrit au moins 40 ouvrages, il fait des essais, de la poésie, des romans, des contes. C'est quelqu'un qui a une ampleur Des textes de chansons. Et puis des scénarios de films. Il a une créativité, il a une capacité créative qui est assez extraordinaire et qui est soulignée. D'ailleurs, France Culture a sorti il y a peut-être une semaine un sommaire des ouvrages qui ont le plus marqué ces 25 dernières années. Il y a 9 titres et parmi eux, il y a un livre de Patrick Chamoiseau, Les 9 consciences du mal fini. Ouais. Et Patrick, c'est aussi quelqu'un, donc outre cette production, c'est quelqu'un qui donne de sa personne parce qu'il a été à l'occasion du... pour que je ne me trompe pas, le programme 100% lecture de l'Académie en Martinique. Oui, oui, oui. Il est intervenu devant 150 enseignants, mais en plus, il va dans les collèges et dans les lycées. La semaine dernière, il était au lycée Paulette Nardal. Cette semaine, il était au collège Belle Étoile des Trois-Îlets pour parler littérature avec les jeunes. Et si, pour terminer, s'il y a un conseil que je dis, parce que j'entends des fois dire, et j'avoue que ça a tendance à un peu m'agacer, Chamoiseau est difficile, de la même façon qu'on dit que Glissant est difficile. D'abord, je dis, qu'est-ce que ça veut dire difficile, hein? Je veux dire, on n'a pas le même accès à tous les auteurs, et pourquoi la Martinique n'aurait-elle pas des auteurs difficiles? Pourquoi ce serait réservé à d'autres? Mais en plus, je pense qu'il faut prendre le temps de lire Chamoiseau, et souvent je conseille de lire Chamoiseau à haute voix. Oui. Comme je dis, de lire Glissant à haute voix, parce que pour se laisser porter par la musique de la phrase. Et puis aussi, dernièrement, il y a, dans un média national, on a dit, point d'interrogation, Chamoiseau nobelisable. Et il y a certaines personnes en Martinique qui se sont un peu gaussées de ça. Comme si, et ça fait partie de ce travers que nous avons de minimiser nos propres compétences, nos propres. Chamoiseau, c'est quelqu'un d'une envergure internationale. Et ça, c'est pas parce qu'il est martiniquais, c'est pas parce qu'il est proche de nous que pour autant il ne doit pas avoir cette envergure. Donc, lisez Chamoiseau. Ça s'appelle le fanchouisme. Errol Huissier qui a théorisé ce concept.
J'ai deux choses à dire. Est-ce que Aimé Césaire est facile à lire? Non. Bon. Et deuxièmement, est-ce que Patrick Chamoiseau a trafiqué et a fait de l'entre-genre? Est-ce qu'il a couché pour avoir le prix? Quel était le prix qu'il avait eu avec son Goncourt. Le prix Goncourt, en 1992 avec Texaco. Ok. Musique. Ou Justin Bieber. Oui, dans l'entrée de la musique, monsieur. Oui, mais j'espère que j'aurai le temps. Oui, mais vous aurez Parce le temps. que tu parles de Chamoiseau, qui nous fait rayonner, mais je veux parler de Jocelyne Béroir. Voilà. C'est la femme martiniquaise la plus connue dans le monde, qui porte la langue créole, qui porte l'identité créole, qui porte la musique de façon extraordinaire. Donc je revendique avoir le temps de parler d'elle. Et là, tu perds du temps. Voilà. Alors, je commence. Déjà, pour vous dire que Jocelyne, elle est née en 1954 à Fort-de-France. Elle est allée au couvent de Cluny. Ensuite, elle a fait le lycée de jeunes filles. Elle a étudié le piano classique. Voilà. Et son frère Michel Béroir jouait au piano, ce qui fait que dans les fêtes familiales, il était qu'à faire des petits musiques. Elle a beaucoup aimé Edith Piaf, elle a aimé Myriam Makeba, elle s'est laissée influencer par Léona Gabriel, Lola Martin, Celia Cruz, c'est un petit peu sa nourriture. Elle a eu une éducation très stricte. Je ne sais pas si vous le savez, parce que son père aussi était chirurgien dentiste, et son père avait un côté très carré. D'ailleurs, il ne voulait pas du tout que sa fille chante. Ouais. Hein, ce n'était pas ça qu'il envisageait. À 17 ans, elle obtient son bac. Elle part à Paris. Elle part à Paris faire des études de pharmacie, à Caen. Non, à Caen, elle part à Paris. Et puis après, elle a lâché les études de pharmacie. Elle est allée faire des beaux-arts à l'école des beaux-arts à Paris, en 1974. À Paris, elle rencontre de nouveau son frère et ils vont dans des piano-bars, ils vont dans des clubs. Et de plus en plus, elle chante. Elle chante du jazz, elle chante de la bossa nova, elle chante de la soul music, elle chante de la musique antillaise. Et puis progressivement, si vous voulez, elle se fait connaître. Ce qui fait qu'elle participe en 80 avec les musiciens. Elle prend connaissance des musiciens de Cassava en 80. Elle est choriste de Bernard Lavillier. Elle a chanté avec Annie Dumango. Elle a enregistré avec Sir Roll. Elle est allée en Jamaïque. Enfin, je vais vite, puisque voilà. Et puis en 82, voilà qu'il y a le concours de la chanson des Outre-mer. La chanson des Outre-mer a été organisée par Jacques Dieval, qui était un pianiste de jazz français, qui avait épousé une fille Sarkis de Guadeloupe, puisque l'épouse d'Henri Debs s'appelait Sarkis. Exactement. Et Jacques Dieval était intéressé par la nécessité de faire resplendir les Outre-mer à travers un concours de chant. Il se trouve, enfin, je passe quand même rapidement, Marius Cultier a composé Concerto pour la fleur et l'oiseau, et voilà Jocelyne Béroir qui est choisie pour l'interpréter. Je vous invite à voir la première vidéo de Jocelyne Béroir. Ça se passe en 82, les images ne sont pas celles d'aujourd'hui. Mais c'est bon, quand même. Si bon Dieu t'es tourné moins en fleur, moi t'es qu'à m'en changer un petit oiseau. Le soir le matin t'es qu'à vu, moi t'es qu'à content ouais tout talent tout moi. Si bon Dieu t'es tourné moins en fleur, moi t'es qu'à m'en changer un petit oiseau. Le soir le matin t'es qu'à vu, moi t'es qu'à content ouais tout talent tout moi. Alors, un petit extrait, c'est cette chanson aussi qui a lancé Jocelyne Béroir. Ouais. Et Marius Cultier a été très fier aussi, un petit peu aigri parce qu'il pensait qu'il serait allé à Paris pour présenter la chanson qu'il avait composée. Ouais. Mais c'était prévu pour un grand orchestre, etc. Mais en tout cas, ça a révélé Jocelyne Béroir de façon fondamentale. En 1983, elle rejoint Cassave. Et elle enregistre, enfin, elle chante déjà, elle fait des chœurs sous le morceau Soleil. Après, elle s'empare du titre et c'est un titre qu'elle chante jusqu'à aujourd'hui. C'est la deuxième vidéo que je vous propose. Très bien.
une chanson qui est toujours d'actualité, on l'entend toujours avec beaucoup de plaisir. Elle prend toujours autant de bonheur à chanter cette chanson. Jocelyne Berroy, après, elle a été en 86, elle a eu un double disque d'or pour à la fois Collet serré, qui a été repris par Patrick Laville, parce que vous savez que Patrick Laville a demandé... Philippe Laville, pardonnez-moi, merci beaucoup. Il a demandé à Jocelyne et à Nemo, qui ont composé ce morceau, de le reprendre en français. Et c'est vrai que ça fait un disque, voilà, disque d'or. Elle a eu le Maracas d'or, plus de 500 000 albums vendus. Et puis, c'est à ce moment-là aussi qu'elle fait Siro, l'album Siro, avec une fraîcheur, avec un bonheur. Et puis, une morale aussi, parce que les textes aussi, c'est « M'enlève au nom de 12 Siro, mais il faudrait capable aussi de tchéber le moins fort, lever tête et puis garder du vent. » Donc, si vous voulez, ce sont des messages fédérateurs aussi. On va écouter Siro. Alors, je dois vous dire que Jocelyne a un bagage tellement important que j'ai proposé à la direction Azitata, et notamment à CT, à Contre-temps, de faire 2 émissions sur Jocelyne. Parce que son répertoire est extraordinaire. Et on ne peut pas, si vous voulez, trop charcuter les choses. C'est pour ça que la semaine prochaine, on va réécouter Jocelyne. Alors, Jocelyne, c'est aussi un engagement non seulement vis-à-vis de son identité, de la langue, mais un engagement humain. Un engagement parce qu'elle a organisé des grandes manifestations pour le devoir de mémoire. Elle a été sponsor de Enfance et Partage, la marraine de Enfance et Partage. Elle a été marraine du Téléthon. Jocelyne, elle a fait des manifestations au profit des enfants antillais et africains en France. Elle a développé le Noël antillais. Elle a participé avec Ticriol à Héritage Noël. Vraiment, c'est quelqu'un qui n'a pas de retenue. Et puis, elle travaille sans sponsor, hein. C'est un don, elle a le sens du don et du partage. On va écouter aussi Qu'est-ce à lever. C'est aussi un message vigoureux pour chasser la résiliation et la soumission et relever la tête pour combattre. Qu'est-ce à lever. On ne le dira jamais assez, mais quand vous voyez cette population, quand vous voyez en Afrique aussi comment la performance de ces groupes, c'est vrai que la musique, c'est un élément fondamental de notre participation au monde, quoi, si je puis dire. Alors, bien évidemment, ce parcours a généré des distinctions. Elle est officier des arts et des lettres, elle est officier de la Légion d'honneur, elle a eu l'ordre du mérite sénégalais. Quand on a fait les prix SACEM, elle a gagné 5 prix SACEM, ici en Martinique. Elle a gagné des trophées RCI, elle a eu des cadeaux en Guadeloupe. Donc Jocelyne, c'est un itinéraire, et puis Jocelyne, c'est tout
un ensemble de compositeurs qui ont travaillé avec elle, que je vais vous faire découvrir la prochaine fois. Et là, je termine avec la vidéo en lumière. En lumière pour symboliser. C'est une lumière, Jocelyne. C'est une projection. Jocelyne, elle nous éclaire, elle nous montre une voix sans prétention, avec des vertus, avec de l'estime de soi, avec une identité, avec une langue. Voilà, donc je vous invite à écouter En lumière, c'est une composition avec Joël Jacoudet. Alors pour terminer, des adjectifs: rayonnante, éblouissante, formidable, performante, subtile, intelligente, agréable, resplendissante, attachante. Jocelyne Béouard, à la semaine prochaine. Et ce que je peux dire, c'est que nous tous, sans considération de genre, c'est que nous nous associons à cette déclaration d'amour, monsieur Moutin. À la semaine prochaine. Tu peux dire ça. Et merci tout le monde, merci l'équipe. On a dépassé le temps, donc je vous embrasse tous.